Après 15 ans au sein des forces spéciales, je suis rentré chez moi pour découvrir que ma femme travaillait comme employée de maison dans la villa à 12 millions d'euros que j'avais achetée. Elle ne m'a pas reconnu. J'ai appelé mon avocat. L'heure de la justice avait sonné. On ne survit pas 15 ans dans une unité d'élite sans apprendre à garder son calme quand quelque chose cloche. J'ai su que tout était anormal dès l'instant où j'ai franchi les grilles de la propriété. La maison valait 12 millions d'euros. 12,4 millions pour être exact. Je l'avais achetée en 2009 avec l'argent gagné dans des endroits qui n'apparaissent pas sur Google Maps, en effectuant des missions qui ne figurent sur aucun CV. Elle s'étendait sur un domaine de 2 hectares dans les Yvelines. Façade en pierre de taille, 8 chambres, une allée circulaire pouvant accueillir 12 voitures. C'était censé être un refuge sûr pour ma femme, Sophie, et nos 2 enfants. Pendant mes déploiements. Un endroit où ils pouvaient se construire une vie. Pendant que je les protégeais à distance. Je suis rentré sans prévenir, aucun appel, aucun email, aucune annonce. Je voulais revoir ma famille avant que le monde ne les touche à nouveau, avant de devoir redevenir quelqu'un d'autre pour la prochaine mission, avant que le poids de mon métier ne retombe sur mes épaules. Le gardien à l'entrée ne m'a pas reconnu. Il était nouveau, à peine là. Vingtaine, vêtu d'un uniforme de sécurité privée impeccable. Il a consulté sa tablette à 2 reprises, faisant défiler ce que je supposais être la liste des visiteurs autorisés. Votre nom, a-t-il demandé. Commandant Gaël Sullivan. Ai-je répondu. C'est ma maison. Il a levé les yeux lentement, confus. Monsieur, vous ne figurez pas sur la liste. Appelez la maison principale. Dites-leur que je suis là. Il l'a fait. Quelqu'un a répondu. Il a parlé à voix basse, m'a jeté 2 coups d'œil, puis a raccroché. Vous êtes autorisé à entrer, monsieur. Ce simple fait m'a tout dit, tout avait changé. J'avais conçu ce système de sécurité moi-même, scanner biométrique, reconnaissance faciale, protocole de vérification multicouche. Le fait que rien de tout cela ne m'ait identifié signifiait que quelqu'un m'avait totalement effacé du système. J'ai conduit la voiture de location jusqu'à l'allée, me suis garé près de la fontaine et ai marché vers l'entrée principale. Le jardin semblait immaculé, trop immaculé. Chaque haie était taillée avec une précision géométrique parfaite. Cela ressemblait à une propriété mise en scène pour une vente immobilière, pas à un foyer où vivaient des enfants. À l'intérieur, la maison paraissait stérile. Froide, sans âme. Les sols en marbre brillaient sous les éclairages encastrés. Pas une seule photo de famille au mur, pas de sac d'école près des escaliers. Pas de chaussures traînant à l'entrée. On aurait dit un musée. Puis, j'ai entendu le bruit d'une serpillière glissant sur le marbre. Le clapotis discret de l'eau que l'on essore. Une femme est apparue, vêtue d'un uniforme de ménage gris, les cheveux tirés en arrière, le regard fixé sur le sol. Elle travaillait avec une efficacité mécanique. Il m'a fallu 3 secondes pour reconnaître ma propre femme. Sophie, ai-je dit. Elle a levé les yeux, surprise. Ses yeux se sont écarquillés, mais sont restés vides. Pas le vide de quelqu'un qui s'en fiche, mais le vide de quelqu'un qui a appris à ne plus réagir. Monsieur, a-t-elle répondu doucement. Ce mot a été plus tranchant que n'importe quelle lame portée en zone hostile. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais avant que je puisse parler, 2 adolescents sont apparus en haut de l'escalier. Mes enfants. Olivia avait maintenant 16 ans, grande, élégante, portant des vêtements de marque que je ne connaissais pas. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son maintien rigide. Elle ressemblait à une jeune fille qui avait appris à s'imposer. Nathan, 14 ans, était plus robuste que dans mes souvenirs. Son visage avait perdu sa douceur enfantine. Il portait des baskets de luxe.
tenait un téléphone, descendant les escaliers sans me jeter un regard. Il regardait Sophie comme on regarde du personnel de maison. Présente mais insignifiante. Nécessaire mais invisible. Papa, a dit Olivia sèchement. Comme si j'avais enfreint une règle en rentrant sans prévenir. Nathan ne m'a même pas regardé. Ses yeux sont restés sur son écran. Elle travaille? A-t-il murmuré. Elle n'est pas censée parler aux invités. Sophie a immédiatement baissé les yeux. Ses épaules se sont voûtées, elle a essayé de se faire plus petite. À cet instant, la colère n'est pas montée, c'est la compréhension qui a pris le dessus. J'ai dépassé mes enfants sans un mot, je suis entré dans le bureau au rez-de-chaussée, j'ai fermé la porte et j'ai sorti mon téléphone. J'ai passé un seul appel. Richard, ai-je dit à mon avocat, la voix calme et maîtrisée. Je suis chez moi. Ma femme ne me reconnaît pas comme son mari. Mes enfants la traitent comme si elle n'existait pas. C'est le moment. Richard Holloway était mon avocat depuis 12 ans, un ancien officier du corps des avocats militaires. Âgé de 48 ans, spécialisé dans le droit de la famille et du patrimoine à Paris. Il gérait mon testament, mes acquisitions et mes dossiers de déploiement. Il savait exactement ce que je voulais dire par « c'est le moment ». Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il a juste dit « je lance la procédure ». Ne confronte personne pour l'instant. Documente tout. J'ai passé les 2 heures suivantes à observer. Sophie traversait la maison comme un fantôme. Elle nettoyait la cuisine, organisait le cellier, pliait le linge avec une précision robotique. À un moment, Olivia est passée devant elle et a jeté une serviette mouillée au sol sans la regarder. Ramasse ça, a dit Olivia. Sophie l'a fait sans hésitation, sans protestation. Nathan est entré dans la cuisine et a ouvert le réfrigérateur. Où est l'eau pétillante, a-t-il demandé à la cantonade. Je vais vous en chercher, monsieur, a répondu Sophie doucement. Monsieur. Mon fils de 14 ans se faisait appeler monsieur par sa propre mère. J'ai vu ma mère arriver vers 15 heures. Elle conduisait un SUV Mercedes noir et s'est garée. Comme si elle possédait les lieux, ce dont je commençais à réaliser qu'elle pourrait bien être la détentrice légale. Éléonore Sullivan, 64 ans, ancienne avocate d'affaires, le genre de femme qui portait des perles au petit déjeuner. Et traitait chaque conversation comme une négociation. Elle avait toujours été autoritaire, toujours convaincue de mieux savoir que tout le monde, mais je n'aurais jamais cru qu'elle irait jusque-là. Elle est entrée dans la maison, chargée de sacs de shopping de luxe, ignorant Sophie. Gaëlle, a-t-elle dit en me voyant froidement. Mesuré. Tu n'as pas mentionné que tu venais. Je n'avais pas réalisé que j'avais besoin d'une permission pour entrer chez moi. Elle a souri. Ce sourire poli et vide qu'elle avait perfectionné pendant des décennies. Bien sûr que non. Je suis juste surprise. Tu préviens d'habitude. Où est Sophie? Qui? Ma femme. Ma mère a jeté un coup d'œil vers la cuisine. Oh, elle travaille. Les enfants préfèrent ne pas être dérangés pendant ces tâches. Ces tâches? Oui. Elle a été très utile pour la gestion de la maison. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Nous nous sommes isolés dans le bureau. Qu'est-ce que tu as fait? Ai-je demandé. Ma mère s'est assise dans le fauteuil en cuir derrière le bureau, mon bureau, et a croisé les jambes. J'ai géré une situation difficile pendant ton absence. Quelqu'un devait le faire. Sophie était perdue. Les enfants avaient besoin de stabilité. En faisant quoi exactement? En assurant le bon fonctionnement du foyer. En protégeant l'héritage des enfants. En m'assurant qu'elle comprenait ses responsabilités. Ses responsabilités de quoi? De quelqu'un qui doit mériter sa place ici. Ces mots flottaient dans l'air comme de la fumée. C'est sa maison,
ai-je dit. Calmement. Cette maison est détenue par un trust familial. Le fiduciaire prend les décisions en ton absence. Ce fiduciaire, c'est moi. Voilà. J'avais créé ce trust des années auparavant comme mesure de protection au cas où je ne reviendrais pas d'opération. Le fiduciaire était censé veiller sur Sophie et les enfants, pas les contrôler, pas effacer leur existence. J'ai retrouvé Sophie dans la buanderie. Sophie, ai-je dit doucement. Elle a jeté un coup d'œil vers une caméra montée dans un coin du plafond. Je dois terminer mes tâches, a-t-elle dit. Je suis ton mari. Ses mains sont arrêtées. Ses yeux se sont remplis de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Confusion, peur, espoir enfoui si profondément qu'il en devenait invisible. S'il te plaît, ai-je dit. Parle-moi. Elle a hésité. Puis a hoché la tête. Nous sommes sortis dans le jardin, loin des caméras. C'est laquelle a enfin craqué. Ils m'ont dit que tu étais mort, a-t-elle murmuré. Que la mission avait échoué. Que tu n'avais pas survécu. Ta mère a dit qu'elle protégerait les enfants si je coopérais. Elle a expliqué comment des documents lui avaient été présentés alors qu'elle était épuisée, en deuil, isolée. Comment des accusations de vol étaient apparues dès qu'elle avait posé des questions sur les fonds disparus des comptes familiaux. Comment ma mère avait menacé de lui retirer la garde des enfants. Il disait que si elle travaillait, restait silencieuse et acceptait son nouveau rôle, elle pourrait rester près des enfants. Sinon, il prouverait qu'elle était instable. C'était systématique. Conçu pour effacer Sophie, pour transformer ma femme en une domestique invisible, pour faire oublier aux enfants quelle était leur mère. Depuis combien de temps, ai-je demandé. 3 ans. Pendant tout ce temps, j'avais envoyé des messages via des canaux militaires sécurisés, mais je ne recevais jamais de réponse. J'avais supposé que Sophie protégeait la sécurité opérationnelle en gardant le silence. Je n'avais jamais imaginé que quelqu'un interceptait tout. J'ai gardé des preuves, a dit Sophie soudainement. Elle a sorti son téléphone, un vieux modèle, l'écran fissuré. Elle a ouvert un dossier caché contenant des centaines de fichiers. Documents signés sous la contrainte. Email aux dates modifiées, enregistrements audio, photographies des enfants. Plein exercice de manipulation. Tu as bien fait, ai-je dit. Elle a fondu en larmes, non pas le genre de larmes contenues, mais celle de quelqu'un qui réalise qu'il est enfin en sécurité. Le lendemain matin, je me suis assis avec Olivia et Nathan. Ils semblaient agacés que j'ai interrompu leur routine. Nous devons parler de votre mère. Ai-je dit. Ce n'est pas notre mère, a dit Olivia immédiatement. C'est le personnel. Qui vous a dit ça? Grand-mère. Maman est partie. Elle ne pouvait pas supporter d'être parent. Cette femme est juste quelqu'un qui aida la maison. Nathan a hoché la tête. Grand-mère dit qu'elle est instable. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré une photo, Sophie tenant Olivia. Nouveau-né. C'est votre mère, Sophie Rodriguez Sullivan. Elle m'a épousé. En 2006. Elle vous a donné naissance à tous les deux. Elle est dans cette maison. Depuis le premier jour. Grand-mère a menti, ai-je dit. Et je vais le prouver. À midi, ma mère est arrivée avec son avocat, un homme aux allures hautaines de Greenwich. Richard, mon avocat, est arrivé 30 secondes plus tard avec un dossier imposant. Madame Sullivan, a dit Richard, je vous signifie des requêtes d'urgence déposées ce matin auprès du tribunal de grande instance. Votre cliente a fabriqué des preuves de vol contre Sophie Sullivan. Elle a créé de faux rapports de police, manipulé des comptes bancaires et contraint une personne vulnérable au travail forcé. Nous avons les documents, les eurodatages. Les emails prouvant la préméditation.
Le visage de ma mère s'est figé. C'est impossible, a lâché son avocat. Tout est dans le dossier, a rétorqué Richard. Y compris les enregistrements. Où Madame Sullivan donne des instructions sur ce qu'il faut dire aux enfants sur leur mère. Le silence est retombé, lourd. J'ai contacté le procureur de la République, a ajouté Richard. Ils examinent les preuves pour des charges pénales. L'audience d'urgence a eu lieu le lendemain matin. La juge Patricia Montalvo, connue pour sa droiture, a lu le dossier de 300 pages. Richard a présenté les preuves, les emails de ma mère datés de 5 jours avant les prétendus vols, les relevés bancaires prouvant le détournement de 487 000 € vers une société. Écran contrôlé par elle, et les enregistrements où elle apprenait aux enfants à rejeter leur mère. La juge s'est tournée vers ma mère, Madame Sullivan, vous avez fabriqué des accusations criminelles pour obtenir un levier sur votre belle-fille. Vous avez systématiquement volé l'argent de vos petits-enfants et les avez manipulés par une violence psychologique calculée. Ce n'est pas de la garde, c'est du vol. Déguisé en sollicitude. C'est de la maltraitance sous couvert de protection. Elle a conclu, les ordonnances de protection sont prolongées indéfiniment. Le trust familial est dissous. Tous les actifs reviennent au commandant Gaël Sullivan et à Sophie Sullivan. Madame Éléonore Sullivan, vous êtes interdite de contact avec les enfants mineurs et placée sous enquête pénale pour fraude, vol, faux et usage de faux, et enlèvement de mineurs par manipulation. La séance est levée. Devant le tribunal, Olivia regardait Sophie avec des yeux remplis de larmes. Maman, a-t-elle murmuré, la voix tremblante. Sophie a hoché la tête. Oui. Mon cœur. C'est moi. Olivia s'est effondrée dans ses bras. 6 mois plus tard, j'étais assis dans le jardin avec Sophie pendant qu'Olivia et Nathan jouaient au basket. Ma mère, elle, attendait son jugement en détention provisoire. Elle avait essayé de nous détruire, mais elle avait oublié une chose. On ne brise jamais une famille qui a appris à se battre. Sophie a serré ma main. Nous sommes libres, a-t-elle dit. Et pour la première fois en 3 ans, elle avait raison.